Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture ou d'écriture. Et cet après-midi, nous disons bonsoir à... Marie-Line Ampigny, passionnée d'écriture et de lecture. Oh là là, ben, c'est le jackpot. Exactement. Sois la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Merci beaucoup. Et puis je remercie Zouk TV pour l'invitation et toi en particulier. Ben, cela nous fait plaisir. Merci. Alors, comme d'habitude, ben, nous allons explorer de nouveaux horizons. Nous allons, à travers l'écriture, la littérature, et réfléchir à certaines choses qui concernent notre quotidien, notre environnement. Et donc, c'est pour cela que nous allons nous retourner tout de suite vers Marie-Line et lui demander de quoi elle va nous parler cet après-midi. Alors, je vais vous parler de mon dernier roman, enfin le deuxième, plus précisément, qui s'appelle Un cœur au bord des yeux, et qui est un roman fictif sur une jeune fille. L'héroïne s'appelle Anaïs, et on suit son parcours depuis son enfance chaotique jusqu'à, disons, l'âge de 50 ans, c'est-à-dire son enfance en Martinique. C'est profondément une diamantinoise, martiniquaise, caribéenne, mais ouverte au monde, et qui, même en ce moment, serait inquiète. Elle a un regard assez inquiet qu'elle porte en ce moment sur le monde. Mais ça, c'est autre chose. Mais, donc, c'est une enfant née en Martinique dans des conditions assez particulières, puisqu'elle va perdre sa mère à sa naissance. Donc, il nous est demandé dans le livre comment se construire sans mère dans une société aussi matriarcale. Elle va y répondre. Et après s'être construite, s'être enracinée, après avoir réglé les problèmes que ça peut donner psychiquement à un enfant, d'abord d'être sans mère, mais d'abord que sa mère soit morte le jour de sa naissance, il y a parfois des sentiments de culpabilité qui peuvent l'envahir, qu'elle va régler aussi, je vais dire aussi comment. Grosso modo, je peux le dire d'emblée, c'est qu'il faut beaucoup d'amour à ces enfants-là. Beaucoup d'amour. Elle en aura eu à cette époque, le Diamant étant une jolie ville déjà assez prisée par les touristes et par les gens de Fort-de-France, du Saint-Esprit qui y venaient, mais quand même qui gardait un mode de vie où le voisinage, comme à la campagne, quoi. Où le voisinage était la grande famille, quoi. Donc elle a bénéficié de cet amour-là, elle s'est construite comme elle peut, mais elle s'est construite, je pense, positivement. Et puis à travers ça, elle va nous emmener dans ces déambulations, dans l'écriture et dans la vie, puisqu'elle est comédienne. Donc elle est d'abord comédienne, donc elle va dire les mots. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une passionnée de lecture, parce qu'elle va d'abord lire les mots des autres, qu'elle va partager avec le public. Après, elle va écrire dans des journaux, donc elle va informer, une écriture plus informative. Et puis après, elle va devenir novelliste, romancière, bon, elle en a fait que 2, mais surtout novelliste et conteuse. D'accord. Alors, tu as dit qu'il s'agit de ton deuxième roman. Oui. D'accord. Alors, est-ce que c'est la suite du premier ou bien c'est un tout autre complètement différent. Le premier, c'était sur mon amitié avec Édith Lefel. Ça s'appelait Édith Lefel, une flamme créole. C'était ma manière thérapeutique, comme d'autres ont la musique ou peut-être créer des sculptures, je sais pas quoi. Moi, c'était l'écriture à ce moment-là. Et jamais je ne penserais éditer, hein, jamais. J'étais journaliste à cette époque, je ne pensais jamais rentrer dans le milieu de l'édition. Mais c'est ce que j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse, écrire ces années-là, un peu pour la garder avec moi, un peu pour bien faire son deuil, et un peu aussi, et c'est là que ça a été publié par les éditions Jazor, c'est un peu aussi pour partager une autre Édith avec les gens qui l'aimaient beaucoup. Et une Édith qui ressemble étonnamment à ce qu'elle écrivait, donc une Édith sincère, authentique, mais une Édith intime avec ses enfants, ce qu'elle aimait manger, ce qu'elle aimait boire, comment elle aimait les blagues, comment elle passait ses soirées quand elle ne jouait pas, etc. Et ce livre a eu d'ailleurs un certain succès. Et puis après, je me suis orientée vers les nouvelles et les contes. Et ce livre-là, c'est donc cette histoire que je viens de dire, donc qui n'a rien à voir avec celle d'Édith. Ce serait plutôt maintenant le deuil de la mère qu'Anaïs fait. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu dans le contexte de création du roman actuel,
Combien de temps ça t'a pris entre l'idée, commencer à écrire, et puis finalement la fin ou la parution? Ne ris pas. Non, Grosso modo, le tout va faire 9 mois. Je ris parce que c'est drôle. 9 mois, c'est lui. Disons que quand l'envie me prend, parce que... Pourquoi me prend-elle là? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours hanté. Mais peut-être que j'avais envie, au crépuscule de ma vie, de le signifier. Et puis de témoigner peut-être aussi de ceux... Parce que jusqu'à présent, quasiment tous les problèmes liés à la nativité, aux choses prénatales, à l'enfance, etc., quasiment tout est dit, entretenu. D'ailleurs, c'est très bien. Il y a des conférences, des aides, etc., mais pas sur les enfants qui ont perdu leur mère le jour de leur naissance. J'en connais aucun. Alors que c'était à mon époque quelque chose de très courant et qui, même s'il est courant, n'est pas banal. C'est pas la même chose. Parce que je dis que le choc vient tôt ou tard, il vient tôt ou tard. Alors, il y en a qui s'en sortent très très bien, très vite. Bon, tant mieux, ici, pas la peine d'en parler. Mais il y en a qui s'en sortent très mal parce que la culpabilité prend le dessus, parce que la mère meurt le jour de la naissance. Ils ne peuvent pas ne pas faire le lien. Ils l'ont tué peut-être, se disent-ils. Et si en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un milieu favorable, empathique, joyeux, etc., ils peuvent sombrer dans une dépression. J'en ai connu un à la pagerie, par exemple. Bon, je l'ai en souvenir, Gérard. Et je ne pense pas qu'il soit le seul. En plus, à mon époque, c'était très courant que les accouchements se passent mal, malheureusement. Et même si, encore aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 200 femmes meurent, en comptant France hexagonale et dom-tom, meurent des suites de leur accouchement douloureuse. Donc, pour moi, ce n'était pas un sujet anodin de parler de cet enfant qui, comment le jour où comment elle naît sans sa mère, comment elle est accueillie dans la ville, comment elle est accueillie par une famille qui a perdu, dont la mère en tout cas, sa grand-mère et la mère de celle qui est morte, n'avait qu'un seul enfant, comme elle a accueilli, elle aurait pu être légèrement rejetée, plus ou moins rejetée. Non. Et la mère avait déjà une fille, une unique fille. Non, elle est baignée d'amour par son père, par ses frères et sœurs, par les voisins et tout ça. Mais il y aura tôt ou tard le choc parce que les choses se déplacent. C'est-à-dire que les sœurs font leur vie. Les sœurs qu'on croyait un peu mères font leur vie. La grand-mère qu'on croyait un peu la mère aussi meurt. Donc les choses, le papa se remarie. Là, on sent bien qu'il y a un manque, il y a quelqu'un qui manque. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend que sa mère est morte, etc., etc. Et elle raconte comment elle va faire face à ça, quoi. Face à cette absence, cette irrémédiable absence, et puis comment elle va faire face à l'ai-je tué, ne l'ai-je pas tué, serait-ce de ma faute, et cette culpabilité-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la transcende? Enfin, etc. Et puis, je crois qu'elle la transcende comme elle peut, en tout cas. Et elle se donne Je crois qu'elle vit d'ailleurs, en dehors du fait qu'elle est journaliste, comédienne, tout ça, je crois que sa manière de vivre à Anaïs, elle vit tout pour au moins 2 personnes. J'ai l'impression qu'elle vit pour elle et pour sa mère. Elle mange la vie. Elle, pas ce qu'elle n'aime pas, mais tout ce qu'elle fait, elle le fait avec une passion dévorante et une énergie débordante. Donc je pense que c'est sa manière à elle d'avoir sa mère au fond. Elle fait tout pour 2, quoi, même quand elle mange aussi. Donc voilà, c'est ça, c'est ce livre-là. Et puis, alors il y a ça, ce passage-là, qui à mon avis est important parce qu'il règle mon compte avec cette histoire-là, mais il témoigne aussi pour tous ceux qui ont connu et qui connaissent encore cette histoire-là. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'à travers les scènes de théâtre d'Anaïs aux Antilles, en Afrique, à Paris et tout ça, où elle devient à la fois aussi comédienne et metteur en scène, donc où elle nomme toute cette période qui est très fertile, très riche, ses activités au Cermac, avec des metteurs en scène comme Henri Melon, José Alpha, tout ça. Et il s'est rencontré avec des comédiennes comme Aurélie Dalma ou plein d'autres.
plein d'autres, José Dalma, etc. Son travail de journaliste, son travail de communicante aussi, son travail de conteuse et son travail de nouvelliste, eh bien, à travers ça, je pense que les gens de mon âge vont retrouver une période culturelle assez folle qu'ils ont connue, mais sous des choses qu'ils avaient peut-être oubliées, donc ils vont replonger dedans. Et puis pour les plus jeunes comme toi, c'est reconnaître un peu mieux l'époque de leurs parents, puisque j'ai la chance d'avoir l'âge de ton père, par exemple. Voilà. Donc il y a 2 lectures dans la même. C'est très intéressant. Pour revenir sur le personnage d'Anaïs, ce questionnement qu'elle a, qu'elle commence à avoir, est-ce qu'il arrive dès l'enfance, il faut attendre l'adolescence ou bien l'âge adulte? Il arrive dès l'enfance parce que dès l'enfance, elle entend quand même parfois les gens la nommer, la signifier comme mais oui, les champignons, qui tu es maman inan. Donc il y a un petit questionnement. Mais en même temps, un petit, je dis bien léger, parce que elle ne comprend pas l'histoire de tu maman, puisqu'elle en a. Elle a une grand-mère qui est au-delà de la maternité avec elle, qui est presque fusionnelle, un amour quasi fusionnel qu'elle a pour cet enfant. Elle a des sœurs qui sont... Et puis elle a toutes les voisines, elle a des mamans. Donc la question ne l'atteint pas profondément. Elle va l'atteindre quand l'échiquier va bouger. Quand par exemple, quand sa sœur, qui a 21 ans de plus qu'elle, la fille de sa mère, va avoir son premier enfant, le regard que sa sœur va poser sur le premier enfant, quand par exemple elle le regarde pour la baigner, puis quand elle la regarde, surtout quand elle est malade, elle se rend compte que ce regard-là, elle ne l'a jamais eu de personne. Et que sans doute elle ne l'aura jamais. Qu'elle ne l'aura jamais d'ailleurs. Et c'est à partir de là que cette question-là, d'avoir tué la mère, va lui revenir de façon plus grave, plus profonde, plus analytique en fait, je veux dire, et plus violente aussi, psychiquement et émotionnellement. Et elle va y répondre, elle devra y répondre, parce qu'il faut essayer de ne jamais laisser les questions sans réponse. Et justement, dans cette idée de questions sans réponse, chercher des réponses à ces questions, est-ce qu'elle essaie de trouver les réponses seule ou elle se fait accompagner? Est-ce qu'elle a des amis ou peut-être des personnes qui, dans la même situation qu'elle, qui ont eu justement, puisque à l'époque c'était plus fréquent, même si ça peut arriver toujours aujourd'hui, mais c'était plus fréquent. Est-ce qu'elle rencontre des personnes, des garçons, des filles qui ont aussi perdu leur maman? Un ou deux, comme celui dont je viens de parler, mais ceux qui vont l'aider beaucoup, c'est ceux qui l'aiment, quoi. Ses amis, et à cette époque, les psychologues, les choses comme ça, c'était pas très courant, oui. Malheureusement. Et même s'il y en avait, bien sûr, mais c'était pas très courant. Et même s'il y en avait auquel elle aurait pu aller, vers lequel elle aurait pu aller, bon, c'est taxé de folie, c'est bêtement. Bon, maintenant, elle a surpassé tout ça et elle sait très bien que ce n'est pas ça du tout. Enfin, à l'époque, c'était pas dans l'air du temps, on va dire. Donc, ce qui va la tenir, ce qui va l'aider à répondre positivement à tout ça, c'est sans doute sa famille, ses amis, elle-même aussi, elle va se questionner, et elle aura la chance aussi de rencontrer celui qui l'a mise au monde. Un hasard, il est devenu, rapidement, il est devenu un grand... Il était interne à l'époque, il s'appelait André Rouvex, il était interne à l'hôpital du Lamentin. C'est là où se faisaient les accouchements difficiles. Les accouchements classiques se faisaient aux 3 îlets pour les gens du Diamant. Et quand c'était un peu difficile, ça se faisait au Lamentin. Il va devenir à un moment un grand, parce qu'il est décédé maintenant, un grand chirurgien esthétique. Et il y aura quelqu'un de la Martinique, proche de ma famille, qui aura besoin de ces services à Paris. Et ma sœur qui se souvient, parce que moi, pas du tout. Enfin, je sais que je porte le prénom d'André, André Marilyn, mais j'ai jamais... Bon. Et on m'a toujours pu parler de lui. Mais pas plus que ça, quoi. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Elle me dit, je vais le rencontrer. J'ai une amie qui va le rencontrer, plutôt, excuse-moi, qu'elle a rencontré pour une opération dont elle a besoin, que seul lui il peut faire parce que c'est un grand, il a fait des études sur les États-Unis, là où la chirurgie esthétique commence, etc. Et tu veux bien qu'elle lui parle de toi?
Et chose terrible, il lui dit, mais je me souviens très bien parce que j'ai eu 3 cas difficiles de toute ma carrière. Et à ce moment-là, elle a déjà près de 60 ans. Elle fait partie du premier, je crois, ou du deuxième. C'est une petite miraculée. Oui, je veux la rencontrer. Il va se lier entre lui et moi une amitié durable. Durable. Il va lui aussi m'aider à comprendre que ma mère a eu une septicémie, qu'elle était hyper fiévreuse. Et pour tout te dire, qu'à l'époque, la plupart des hôpitaux, mais particulièrement celui du Lamentais, j'en suis sûr, étaient tenus par des infirmiers, enfin le service médical en général était tenu par des religieuses. Et les religieuses lui ont demandé, ce dimanche-là, de ne pas toucher au corps d'une agonisante, qu'elle ne va pas tarder à partir et qu'il faut la laisser en paix. Et c'est lui qui a dit, non, mon métier n'est pas ça, mon métier c'est de prendre la vie. Elle va peut-être pas tarder, la mère, à mourir, mais il y a une vie là qui bouge, de 9 mois et demi en plus, 9 mois et demi, elle n'avait pas trop envie de sortir du ventre de sa mère, qui est là, qui bouge, elle est hyper vivante, je le sens. Moi, mon métier, c'est de le faire sortir. Et c'est lui qui va se battre quasiment ce dimanche-là avec les religieuses qui ont leur, je veux dire, comment on pourrait dire ça, leurs règles que je tolère aisément, que je comprends même parfaitement. Laissez-nous rendre tranquilles, quoi. Elle est sur les derniers moments de sa vie, elle est entre deux passages, elle est dans une fièvre qui l'étourdit, qui l'empêche même de donner le sein, enfin, elle est brûlante, de la laisser tranquille et de la laisser monter vers, pour elle, de la laisser monter vers Dieu en paix. Et lui, il dit non. Et c'est grâce à lui que je vais sortir du ventre de ma mère. Alors, cette rencontre se fait vers quel âge à peu près? J'ai déjà 24 ans à peu près. D'accord. 24 ans. Mais j'ai déjà derrière moi tellement d'amour, tellement de bonnes réponses. Mais lui va me donner la réponse à la fois scientifique aussi de la mort de ma mère. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, tiens-toi bien, jusqu'à présent, la plupart des femmes qui meurent en couche, comme on dit, meurent de la septicémie, comme ma mère, ou de l'hypertension. Mais de la septicémie, c'est l'une des généralités, fièvre, etc. Voilà. Et donc, cette rencontre, donc, le fait d'avoir eu des réponses scientifiques, ça a aidé terriblement. D'accord. Ça, bon, je ne vais pas dire que ça guérit de tout, que ça comment on pourrait dire ça, que ça calme tout, que ça apaise tout, mais ça aide beaucoup. Ça met un petit pansement sur le gros bobo. Ça cicatrise un peu le gros bobo. Donc ça fait du bien. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis après, elle a son propre cheminement aussi. Elle a son propre cheminement qu'elle fait elle-même. Et est-ce que Anaïs, elle, par la suite... Donc, tu as dit, elle voyage. Hein? Elle est beaucoup, comme comédienne, comme journaliste, mais beaucoup comme comédienne et metteur en scène. Elle a beaucoup voyagé. Comme journaliste aussi un peu, puisqu'elle a été journaliste à Paris, elle a été journaliste en Guadeloupe. Mais comme comédienne, beaucoup. Elle a fait Cuba, elle a fait l'Afrique, elle a fait, pas toute seule, hein, avec José Alpha, Henri Melon, elle a fait la Guadeloupe, la Dominique, avec Yvan Labijoff, elle aura fait des sublimes tournées avec Solitude la Mulâtresse, avec la troupe qu'elle va mener, le Théâtre de l'Air Nouveau, dans lequel il y a un certain Luc Saint-Éloi qui est assez connu, des gens de théâtre en Martinique comme en Guadeloupe, des gens du cinéma aussi, parce qu'il aura après beaucoup joué avec Christian Lara, qui est parti. Donc, elle va beaucoup voyager avec le théâtre et on va la suivre et on va vivre avec elle comment est reçu dans ces pays-là la culture, le théâtre, parce qu'à travers le théâtre, c'est notre patrimoine, c'est notre mémoire, c'est notre histoire, c'est notre bouger, c'est notre manière de parler, notre manière de voir le monde, notre manière de naître au monde et de conquérir le monde. Eh bien, elle va raconter tout ça, comment les Dominicains, les Jamaïcains, le Sénégal, comment Paris, comment tout ça va recevoir cette culture-là. Donc effectivement, dans ce roman, on n'a pas seulement... Bon, on a l'histoire d'un personnage
oui, l'histoire intime Très d'un juste. personnage, mais en même temps, on a aussi le regard sur le monde Très juste. et aussi comment le monde perçoit Exactement. cette personne qui vient Exact. d'une culture, d'un Exactement, patrimoine. surtout quand elle est à Paris. Il y a, par exemple, elle va vivre, et selon elle, elle va vivre des moments, pas personnellement, mais elle va sentir le racisme monter. Par exemple, selon qu'on soit d'une droite très dure à Beauvau, par exemple, elle va avoir des choses du Front National qu'elle va vivre, qu'elle va ressentir, en tout cas autour d'elle. Elle va connaître ce qu'est une sorte de fascisme, on va appeler ça comme ça. Mais elle va connaître aussi l'effervescence que Mitterrand va amener à un moment. Chirac aussi va l'emmener, il faut le dire. Chirac, elle arrive à Paris, il y a Mitterrand qui est à l'Élysée, mais il y a Chirac qui tient la ville, dit-il, et il a raison à ce moment-là, la ville la plus antillaise du monde. Elle va même travailler pour lui, puisqu'elle va travailler dans Francine, un trimestriel, avec Benjamin Rose, celui qui a fait la couverture du livre Un cœur au bord des yeux, que les gens peuvent voir. Un photographe avec lequel elle fait un binôme, et qui, jusqu'à présent, qu'elle voit peu, mais parce qu'elle est au Diamant, il est à Fort-de-France, c'est pas si loin, mais c'est pas si près non plus. Ils n'ont pas besoin de se voir. Pour se connecter quasiment quotidiennement, ça prouve qu'il y a une amitié, quand l'amitié est bien ancrée, bien enracinée, quand les choses sont bien ancrées, bien enracinées, elles ont juste besoin d'être fertilisées un peu. Donc, Voilà. pas nécessaire de passer plusieurs heures sur les réseaux sociaux pour se connecter. Si l'on veut, si ça fait du bien, je suis assez tolérante vers ces choses-là, mais c'est pas là qu'on a la vraie amitié, en tout cas. On a des connaissances, on peut dialoguer, on peut échanger, parfois on peut aussi très durement se faire réprimander, rentrer dans des choses, des polémiques assez dures et tout ça. Mais chacun a besoin de ce qu'il a besoin. Moi, en tout cas, mes amis ne sont pas, sont pas de Facebook. Mes amis viennent de Mon Diamant, ils viennent des gens avec qui j'ai travaillé, ils viennent des gens que j'ai rencontrés, ils viennent dans la vraie vie, quoi, comme on peut dire, mais il n'empêche que je suis aussi sur Facebook pour communiquer sur des choses, et voilà. Ça peut aider. Voilà, ça peut aider. Et puis ça peut aider les gens très seuls. D'accord. Ça peut aider. Chacun trouve ses amis là où il peut. Et comment se passe après tous ces voyages, le retour en Martinique? Toujours bien. Elle est très sensible. C'est une fille qui a fleur de peau. Un cœur au bord des yeux, d'ailleurs, le titre que je lui ai donné, c'est parce que le cœur, au lieu d'être là où il doit être, il est dans ses yeux, c'est-à-dire qu'elle voit toujours en premier les bonnes choses chez quelqu'un. Elle voit toujours avec empathie le monde. Et par contre, elle n'est pas bon comme un bonbon, c'est pas un jambon, quoi. Ça veut dire que si on l'attaque, elle saura répondre. C'est une guerrière aussi, parce qu'elle a dû se former, se forger sur sa personnalité, donc elle sait aussi se battre. Mais ce n'est pas sa nature première. La nature première, c'est ce cœur au bord des yeux. Elle est empathique, elle a toujours du respect, elle regarde autrui, c'est un peu chrétien d'ailleurs, elle regarde autrui comme elle aimerait qu'on la regarde. Elle parle à autrui comme elle aimerait qu'on lui parle. Donc ses premières approches avec autrui sont toujours pleines de générosité. Donc, quand elle revient en Martinique, elle revient chez elle revient dans sa famille, elle revient dans son bord de mer bien iodé, elle revient dans ses campagnes, elle revient. Mais c'est toujours quand même, parce qu'elle vit des choses, elle vit, comme je viens de te dire, toujours profondément ce qu'elle fait. Donc, c'est toujours des arrachements de quitter des amis. On dit que partir, c'est mourir un peu, elle le vit à chaque fois comme ça. Mais si toi arrives en Martinique, elle se refait une santé. Donc, elle n'est pas dépaysée comme certains parce qu'il arrive, que certains partent. Oui, oui. Peut-être les expériences de la vie, donc le regard qu'on pourrait avoir au retour est différent. Se dire, ah ben tiens, les choses ont changé, ou bien c'était pas comme ça que j'ai connu, ou avant heureusement que les c'était choses mieux. changent. Les choses changent tout le temps. Heureusement. Mais je pense que quand on a ses racines bien ancrées dans la plage du Diamant, comme un amandier ou un résinier, quel que soit l'endroit où on va, on emporte avec soi. Et quel que soit l'endroit où on va, et qu'on aime, parce que j'ai bien aimé Paris, j'ai pas honte de dire ça, à cette époque, même quand c'était avec des hauts et des bas, il y avait des choses, parce que
elle était positive, quoi. Et puis elle a eu des amis, elle a connu une effervescence, un bouillonnement de Paris culturel, mais extraordinaire à un moment que Chirac avait organisé, mais qu'il y avait aussi des créateurs, des gens comme Flo Petit-Serin d'Andoucine, il y avait Kassav qui montait, il y avait Malavoie qui était souvent en Martinique, Mano Granier qui était souvent... et tout ça, et tout ça. Donc elle a vécu des choses, des biennales, des festivals, des zéniths, chaud à Paris, chaud, où les Antilles étaient en haut de l'affiche, comme dirait Charles Aznavour. Donc, mais tout ce qu'elle regarde, elle le regarde. Elle le prend avec bonheur, elle sait qu'elle est ailleurs, mais sa racine, elle sait où elle est. Mais je comprends quand même les gens qui, parfois, se déracinent. Des douleurs, peut-être. Des incapacités de vivre. Le pays où on est enraciné, c'est le pays qui vous aime et qu'on aime. Cette chance que j'ai eue, c'est que mon pays m'a aimé, enfin, je dis mon pays, ma commune, comme je viens de le dire, m'a aimé, et que je ne veux garder d'ailleurs, même jusqu'à présent, de ce pays que ceux qui m'aiment. Et je ne veux avoir affaire qu'à ceux que j'aime. Pas intéressant. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Donc, ils font mettre leurs racines ailleurs. Mais c'est quand même cruel, parce que parfois, ça donne pas seulement des déracinés, parfois, ça donne quelque chose qui est terrible, dont Fanon parle un peu mieux que moi dans Peau noire et masque blanc, d'aliénés. Des gens qui renient, qui sous-estiment leur pays, leur culture, leur histoire, leur mémoire, et qui vivent comme des schizophrènes. Ça veut dire qu'ils sont bien noirs dans leur peau, ils sont, qu'ils le veuillent ou non, vus par l'autre comme ils sont, et puis qu'eux se vivent de façon occidentale ou je sais pas quoi, mais c'est pas eux, quoi. Donc pour toi, l'enracinement, c'est une condition très importante pour construire, pour aller de l'avant, et peu importe là où on est. Tous les gens, le Russe en ce moment, l'Ukraine, je sais pas moi, je pense de gens de guerre, mais c'est pas même ça, les États-Unis, tous les gens doivent avoir des racines en quelque part. C'est comme l'arbre, c'est comme la fondation même d'une maison, ce sera pas des racines, ce sera le fonjoc, je sais pas comment on l'appelle, dans une maison, mais c'est un nom, c'est la base de la maison, c'est un nom, mais le soubassement, si tu veux, tout le monde doit avoir. Mais ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que parfois, on n'a pas sa racine dans le pays où on est né, ou le pays où même on voudrait l'avoir. Parfois, ça arrive, des chocs, des épreuves difficiles, et on s'arrache de tout, quoi. Mais je crois qu'on le veuille ou non, dans le regard de l'autre déjà, mais même en soi-même, les racines sont des rhizomes, comme dirait Glisson, sont plus profondes qu'on ne le croit. Et elles vous reviennent d'une manière ou d'une autre, quoi. Enfin, en tout cas, moi, mes racines sont ici, mais elles s'ouvrent au monde, à pas de fermeture, à quoi que ce soit. Et pas non plus d'évaluation de supériorité et d'infériorité d'une culture, d'une race, du théâtre ou de la musique, de la grande musique ou de la petite musique. Je ne connais pas ça. J'aime ce que j'aime, et ce que j'aime est forcément grand, est forcément beau. Et il y en a partout. J'ai des chanteuses que j'aime du Canada, de France, de Martinique, c'est vrai prioritairement, mais mes racines sont là, mais elles s'ouvrent. Comme les amandiers sous la plage. Elles vont beaucoup plus loin qu'on ne le croit. J'ai remarqué que tu aimes beaucoup l'image de l'amandie. Parce que ma plage est remplie d'amandiers. Oui. C'est pour ça. Tu vois, je suis finalement pas une si grande romancière que ça, parce que c'est la vie que je raconte. Je n'imagine rien. La plage du Diamant, elle est bourrée, un peu moins qu'avant, puisqu'il y a le littoral de partout. Hein. Et même à Miami, j'ai vu l'autre jour, qui est mangé par la montée des eaux. Mais la plage reste quand même un sous-bois d'amandiers et de résiniers, entre autres. Mansolini, etc. Il y en a plein d'autres. Mais d'amandiers et de résiniers. Est-ce qu'on peut dire qu'Anaïs réussit finalement à trouver réponse à toutes les questions qu'elle se posait au début, ou d'autres questions sont arrivées en chemin? J'espère pour elle. J'espère que tout individu
pas pour les difficultés des questions, hein, mais simplement pour rester curieux, pour rester en alerte, pour ne pas ni rester sur soi, pour avoir toujours ce contact avec le monde, répondre à des questions et puis se questionner sur d'autres. Je pense que c'est ça la vie. C'est la vie jusqu'au bout, selon moi, devrait être toujours aspirer à faire quelque chose de nouveau. Même si on ne le fait pas, ça fait rien, mais toujours avoir une espérance de faire quelque chose de nouveau, de connaître quelque chose de nouveau, soit un paysage, soit quelqu'un, d'avoir quelque chose qui fasse qu'on a envie de se lever le matin. Plus que la vie, il y a la vie qui est belle, que Dieu nous a donnée, qui est belle, mais il faut la nourrir. La vie, c'est pas seulement se lever, aller au travail. Merci. Puis manger, puis dormir. Donc, pour bien l'habiter, pour bien lui donner de la lumière, pour bien lui donner de la consistance, c'est rester curieux, avoir une part d'enfance qui fait qu'on peut rester ébloui, qu'on peut avoir de belles émotions, et puis qu'on a toujours une espérance de je ne sais pas quoi. Ça me fait penser à deux catégories de personnes où il y a des personnes qui ont toujours des objectifs. Ils ont atteint un, on pense à dire, il va se reposer. Non, il n'a pas le temps de se reposer. Il a d'autres choses à faire. Oui. Et il y a une histoire qui est racontée de ceux qui ont voyagé sur la Lune la première fois. Quand ils sont revenus, il y a eu certains qui ont déprimé dans le sens où ils avaient atteint, je ne sais pas si on peut dire ça, un rêve d'enfant, un grand rêve en tout cas, aller sur la Lune. Et après, ils sont restés pendant un moment, on a marché sur la Lune, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et des psychologues, des spécialistes de santé mentale expliquaient que c'est le fait de ne pas avoir eu d'autres objectifs par la suite. Et c'est le fait de toucher la Lune. Je crois qu'il ne faut pas y aller trop vite. Il faut y aller par étapes. Non, c'est vrai, puisque d'ailleurs on dit, qu'est-ce que tu voulais que je te décroche quand quelqu'un vous quitte ou quelqu'un c'est la Lune, quoi. Non, trêve de plaisanterie. C'est vrai que c'est à la fois pour eux les premiers, c'est déjà quelque chose, inconsciemment dans leur tête, et puis le regard que les gens leur projettent, ils sont les premiers. Et puis, la distance, la compression du voyage et le retour fait que je pense pas qu'à l'époque on puisse sortir indemne de ça. Je pense que maintenant c'est mieux maîtrisé, tu vois, c'est mieux. Bon. Moi, je sais pas si j'ai des objectifs par contre. J'ai des batailles encore à mener. Si j'ai des batailles à mener, c'est celle de faire mieux. D'aider aussi mon prochain à aller mieux, à faire mieux, à se sentir mieux. C'est une bataille, c'est un objectif aussi. Chacun essaie. Mais c'est vrai que moi, je crois que l'objectif, il peut avoir plusieurs sens. Il peut être souvent matériel aussi, hein. Mais quel qu'il soit, chacun a le sien. Parce que l'argent peut nous aliéner, mais ça peut aussi nous aider à mieux vivre, etc. Il ne faut pas non plus diaboliser les choses. Mais je suis sûr qu'avoir un objectif nous aide à remplir nos journées de choses un peu plus transcendantes. Et tu as parlé d'aider ton prochain. Oui. Et je suppose que c'est une des missions de ce livre, le but du livre, est d'aider justement peut-être des personnes dans la situation d'Anaïs ou semblable, ou peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est ça. C'est bien ça, un peu. Et je continue à accompagner ce livre-là pour cette raison-là. Parce que la deuxième, elle est belle aussi, mais elle est plus d'ordre journalistique, elle peut être faite par n'importe qui, elle pourra être faite mieux encore que moi, par d'autres journalistes ou par d'autres chroniqueurs, tu vois. Cette histoire cette deuxième lecture, qui est tout ce périple culturel, pluriculturel de nos pays, sous nos scènes et sous les scènes de l'ailleurs. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus profond, beaucoup plus divertissant en tout cas. Mais cette histoire d'Anaïs, oui, elle me tient à cœur. Est-ce qu'on peut, c'est une question que j'aime poser aux auteurs, est-ce qu'on peut imaginer une suite ou bien ce sera là encore autre chose? Tu as déjà une idée de... Pour l'instant, je pense que j'ai tout dit sur cette histoire-là, mais qui sait? On ne sait pas, hein. L'envie d'écrire nous prend... à des moments souvent soudains, des moments où on ne s'attend pas, et
non seulement l'envie d'écrire, et d'écrire sur quelque chose qui peut-être était en nous, mais qu'on n'avait pas bien identifié. Donc peut-être que je ne ferme la porte à rien sans que j'y le souffle. Je ne ferme la porte à rien. Mais pour l'heure, je pense que j'en ai fini avec Anaïs et qu'elle en a fini de raconter son histoire. Voilà. D'accord. Et tu as dit en 9 mois. 9 mois, Oui, en tout, ça veut dire qu'il y a eu l'envie d'écrire, l'écriture, le passage chez l'éditeur pour qu'il soit d'accord pour qu'il le trouve éditable, quoi, sortable, diffusable, lisable, comme on veut, et puis le passage à l'imprimerie, et puis ce gros retour des livres dans nos librairies. Donc le tout, du moment où ça prend forme un peu dans mon esprit d'abord, et ça se tape sous la machine jusqu'à son arrivée dans les librairies, le tout a pris 9 mois et demi, 10 mois. Et tu écrivais tous les jours au début? Oui, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, oui, tous les jours. J'écris assez vite quand même, celui-là, comme celui d'Edith aussi. Je les ai écrits assez vite puisque ils m'habitaient quand même. C'était mon histoire à moi. Les deux, donc je les ai écrits en 3 mois peut-être, en 3 mois assez vite, tous les jours. Parce que j'avais besoin de les écrire tous les jours, j'avais besoin d'aller, même si je n'écrivais pas, et de les corriger ou de porter une modification. J'avais besoin d'avoir cette histoire sous les yeux chaque jour. Donc, voilà. Il y a des livres où j'ai moins de temps, même si ils sont moins longs, puisque les autres, ce sont des contes et des nouvelles, ils sont moins longs, où j'ai peut-être pris plus de temps parce que c'est notre rapport, c'est notre distance, c'est certes plus joyeux parfois, mais c'est moi et pas tout à fait moi, quoi, parce que chaque livre, il y a un peu de soi, mais c'est pas la même chose que des romans quasiment où le je n'est pas dit, mais où le je est sous-entendu. Le je n'est pas dit, mais le oui, je parce que sous-entendu. dans Un cœur, c'est Anaïs qui parle, c'est pas moi. Dans le livre sous Edith, c'est un personnage qui s'appelle Moa, M-O-A. C'est un jeu de mots sur moi. Mais c'est pas, je prends pas quand même la force de dire le je. Donc peut-être que justement, le dernier roman, je vais avoir ce courage-là de dire je. Mais je sais pas sur quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'écrire. J'ai plutôt envie de dire des choses, d'accompagner toujours ce livre-là. Je sens qu'il a toujours besoin de moi, que j'ai besoin de lui, de l'accompagner. D'ailleurs, je fais une belle rencontre en août avec ce livre à Sainte-Luce. C'est une commune dans laquelle j'ai passé de très belles années. Et c'est l'une des dernières, j'ai fait des communes, mais elle fait partie des communes où j'ai un vécu, comme le Diamant, comme Rivière-Salée, comme Fort-de-France, que j'ai fait. Il me restait Sainte-Luce. Les autres, c'est une Martiniquaise, donc elle peut être reçue partout. Oui. Mais ces 4 communes-là sont ancrées dans la vie de cet enfant-là. Donc, je vais faire Sainte-Luce en août. Et puis le reste, j'ai plutôt envie de revenir au théâtre, de dire des textes, d'autres textes qui ne sont pas de moi. Voilà. Et tu aimes quoi dans le théâtre? Le fait justement de changer de peau, d'entrer dans des écritures fortes, belles, puissantes, dans des personnages qui le sont tout autant, de porter ça et de partager ça avec le public. Voilà. C'est ce que j'aime, je crois. Et puis après, de savoir sortir. C'est aussi comme ceux les premiers de la Lune qui n'ont pas pu faire. Ça veut dire sortir de leur voyage. Le théâtre, c'est un grand voyage à travers à la fois des mots et à travers l'aventure d'un personnage précis. Mais il faut aussi savoir quitter le costume quand il le faut. Oui. Et c'est pas toujours évident pour... Il y en a qui... Oui, c'est vrai. Il y a des comédiens qui restent... D'ailleurs, il y a des comédiens shakespeariens qui restent Othello toute leur vie, ou je sais pas... c'est vrai. Ou bien on a des exemples d'acteurs où ils ont joué un rôle, ce rôle leur a collé. Ils auraient voulu faire autre chose. Les gens les collent à l'autre. Les gens, voilà, c'est ça. Je prends l'acteur Peter Falk qui jouait J'ai pensé à lui tout de suite. Columbo. Voilà.
Et il y a quelques années, je lisais sa biographie, je dis, ah, mais il a fait d'autres choses. Ouais, là. ouais. Mais et lui aussi, il a vraiment essayé. Absolument. Et puis, à un moment, il avait même arrêté Colombo. Et puis finalement, il est retourné à Colombo. Parce qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Alors, la seule chose qu'il a pu faire quand même hors de Colombo, et alors qu'il a eu une carrière avant Colombo, pendant... Non, dès qu'on dit Peter Falk, c'est Colombo. Oui. Alors, il a quand même fait une chose, parce qu'il pouvait la faire, c'était hors cinéma, hors télé, hors image, c'est d'être peintre. À la fin de sa vie, il a été un grand peintre qui a quand même bien vendu ses toiles, qui se vendent toujours chez ses héritiers. Mais il y a des personnages qui collent à l'acteur, et puis il y a des personnages que le public dont le public ne vous décolle pas. Voilà. Et ça, c'est plus dur. En bien comme en moins bien. Exactement. Comme par exemple J.R. Erwin, le pauvre a subi beaucoup d'insultes en dehors des tournages. Exact. Alors qu'il paraît ça par contre, que c'était un homme bien comme il faut, quoi. Bien gentil, bien sympathique. Voilà. Mais le J.R., le méchant, lui a collé jusqu'à la fin. Ça montre qu'il jouait bien son rôle. Ça, c'est sûr. Plus méchant que Larry Hagman, c'était pas possible. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps que tu as passé avec nous pour cette présentation. Donc, est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage? Un cœur au bord des yeux, aux éditions Orphie, et on le trouve dans les librairies de Fort-de-France, puisque tout est sur Fort-de-France maintenant, et puis à la zone. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à Alors, faire j'ai envie passer? de dire aux gens que le 29, on sera toute une bande de musiciens, de conteurs, à Cultura, le samedi 29. Alors, il faut qu'ils aillent voter comme moi avant, parce que l'enjeu est lourd et fort. Ils aillent voter. Dans l'après-midi, venir avec nous de 15h à 18h à Cultura, où on va être autour du livre de Jean-Pierre Minet. Un livre qui donne au vaudou béninois son côté spirituel, humaniste, sa grande spiritualité, son grand humanisme, et sa grande poésie aussi. Et dans son livre, qu'il a coécrit avec un initié, un grand, je n'arrive pas à trouver le nom, mais il est de l'ordre d'un évêque dans la religion catholique, il est de cet ordre-là dans la religion vaudou au Bénin. Pourtant, il est jeune, mais il maîtrise son sujet. On va en voir cette osmose qu'il y a entre nous, la nature et les éléments notamment. L'eau, le feu, la terre et l'air. Et on va donner des poèmes issus du livre, des anecdotes dont on va voir que nous, dans nos traditions, et jusqu'à présent, certaines personnes le font, mais moi, parfois, j'y pense. C'est le balai à l'envers, quand quelqu'un vous déplaît chez vous, enfin, il a fatigué, quoi, ou on vit bien, même si ou bien, mais ou las, quoi. Le rapport au balai, le rapport au sel, il y a des choses que nous-mêmes, antillais, nous avons gardées de cette culture-là en nous, dans nos traditions, comment on pourrait dire ça? Dans nos traditions pas religieuses, mais para-religieuses. Non, on ne dit pas para-religieuses. Paranormal. Psycho-religieuse, magico-religieux. Merci beaucoup. Donc, on va être ce samedi 29, le jour du premier vote, du premier jour de vote, du premier tour plutôt, puisqu'il se fait sur 2 tours. Dans l'après-midi, songez à venir à Cultura. Vous aurez de la musique, des percus, et 3-4 voix différentes pour dire les poèmes, et puis certaines pratiques vaudou du Bénin qui sont qui sont très très belles, pleines d'élévation de l'humain, des âmes, de l'esprit, et qui n'ont rien, il faut le dire, qui n'ont rien à voir avec ce que nous colportons tous dans notre imaginaire populaire sur le vaudou haïtien, cruel, etc., etc. Parce que lui aussi, je pense que le vaudou haïtien a aussi sa beauté, a aussi sa force, sa puissance. Mais bon, on a plutôt gardé dans l'histoire certains de ses méfaits ou de ses travers, quoi. Bon, en tout cas,
cette rencontre-là me tient à cœur. D'accord. Je te remercie beaucoup. Merci pour ce temps passé ensemble. Merci Ça beaucoup. fut agréable. Merci. Si, Partagez. alors, si vous aussi, vous voulez venir sur le plateau de Zouk TV, présenter un livre qui vous tient à cœur, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.